Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Perrine Fage qui va partager avec nous aujourd'hui son Tour des Glaciers. Perrine est une athlète et une aventurière qui transforme tout ce qu'elle nage, roule, grimpe ou court en expérience sportive et humaine d'exception. Cette passionnée d'ultra-distance multiplie et accumule les défis. Ascension de sommet himalayen, marathon, biking man, traversée du lac Baïkal à vélo, triathlon, Ironman ou encore l'Enduroman, un triathlon XXL entre Londres et Paris dont elle a battu le record du monde féminin en 2018. Perrine a également couru la SwissPix 360, la PTL, le Marathon des Sables. La liste est encore très longue et surtout loin de toucher à sa fin. Vous l'aurez compris, Perrine est insatiable et toujours en quête de nouveaux défis. C'est aujourd'hui plus particulièrement avec sa casquette d'ultra-traileuse que Perrine va partager avec nous sa folle aventure sur le Tour des Glaciers 2023. Bien plus qu'une course, ce Tour est une aventure totale, sans pitié. Perrine s'est ainsi lancée à la conquête de ce parcours monstrueux, aux chiffres qui donnent le vertige à eux seuls, avec 450 km et 32 000 mètres de dénivelé positif, sans balisage, à réaliser en autonomie, en moins d'une semaine et 22 heures. Cette aventure sportive et humaine a fait vivre à Perrine un très large spectre d'émotions, au bout du suspense. Un combat de chaque instant avec les éléments et la barrière horaire qui s'est mêlée de façon inattendue à son aventure. Un combat qu'elle a partagé à cœur ouvert avec moi, comme à chaque fois. Mais je ne vous en dis pas plus. Perrine va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, sans répit. Salut Perrine. Salut Guillaume, bonjour. Je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment ça va? Moi ça va super bien. Début d'année, l'année commence bien. Enfin, rien de spécial, mais ça va. So far so good. Ouais. Perrine, on enregistre cet épisode le mercredi 6 mars et figure-toi qu'il y a 77 ans, jour pour jour, l'américain Dick Pope inventait le barefoot. Tu sais, c'est la technique de ski nautique pieds nus. Donc, comme tu le sais, bien sûr, cette pratique, elle nécessite des vitesses plus élevées que le ski nautique traditionnel pour permettre aux skieurs de rester en surface. Et puis voilà, depuis, le barefoot, c'est devenu une discipline à part entière au sein du ski nautique avec des compètes, des championnats du monde, etc. Ma question d'entrée de jeu pour toi, en lien avec ces pratiques sportives pieds nus, est-ce que selon toi, un coureur de marathon pieds nus a déjà été médaillé d'or au JO? Est-ce que ça te paraît possible? Ça me paraît possible. Parce que je connais quelqu'un qui a fait les championnats d'Europe de triathlon ou de je sais plus quelle distance en athlétisme et qui a fait un record pieds nus. Donc je sais pas, mais ça me paraît pas impossible. Voilà un podcast qui démarre divinement, Perrine. Effectivement, c'est possible. C'est l'Éthiopien Abebe Bikila qui est un des coureurs pieds nus les plus célèbres de l'histoire, puisqu'en 1960, il a remporté le marathon olympique de Rome en courant pieds nus et il a établi en plus, pour l'occasion, un nouveau record mondial avec un chrono de 2h15 et 16 secondes. Tu vois. Donc, c'est devenu l'un des moments les plus mémorables de l'histoire. Et puis, c'était aussi la première médaille d'or olympique remportée par un athlète d'Afrique subsaharienne. Voilà. Donc, une date Magnifique. marquante à plusieurs égards. T'es tombé des nues avec cette nouvelle? Bah non, tu vois. Pour faire un jeu de mots pieds nus, bah non, t'as trouvé facilement. Perrine, on avait déjà eu le plaisir d'échanger il y a quelques années, on s'en parlait juste avant, là ça fait 3 ans, tu nous avais parlé à l'époque de ton No Man by UTMB. Je t'ai demandé à nouveau ce petit exercice de te présenter, petite nuance et subtilité cette fois-ci. Tu ne peux pas me parler de sport, donc qu'est-ce que nos auditeurs doivent savoir de toi sans qu'on évoque à ce stade le sport? Je suis Perrine, je suis méditerranéenne. Je suis expatriée au Moyen-Orient depuis une petite dizaine d'années. Je suis avocat de profession. Maintenant, je travaille plus sur les opérations, mais je continue quand même mon activité juridique dans une entreprise de transport aérien. J'aime beaucoup voyager, découvrir et explorer des nouveaux pays et rencontrer des nouvelles cultures. Je passe beaucoup de mon temps sur des cartes. J'adore les maps. Et à essayer, à regarder des documentaires, etc. et à aller dans des endroits où d'un coup, parce que j'ai vu une petite montagne quelque part, une petite culture dans un reportage ou des gens spécifiques ou des animaux spécifiques, bah, du coup, je me dis, allez, je vais y aller et je monte des projets autour de ça. Personnalité très curieuse, on peut dire ça si on devait résumer en un adjectif, c'est ce qui te caractérise beaucoup, entre autres? Oui, bon, on a tous nos petites lubies. Moi, ce sont les cartes.
Une passion qu'on soupçonne pas chez toi. On pourrait ne pas soupçonner de toi? Tu peux faire d'un peu inattendu si tu as 2 minutes devant toi, Euh, et pas dédié au sport, au boulot? Si j'ai 2 minutes devant moi, bah non, moi, si j'ai 2 minutes devant moi, je vais faire du sport. Ça Pas très marche pas. rigolo, quoi. J'aurais tenté. Ouais. Perrine, on va remonter un petit peu le temps à tes plus jeunes années. Le sport, il a été très présent très tôt, puisque tu as pratiqué l'équitation au plus haut niveau. C'était indispensable pour toi? C'est un univers dans lequel toi, tu as grandi, ou c'est vraiment une culture, si on peut dire, un héritage que tu t'es enfin, sur lequel que tu t'es toi-même appliqué? Mes parents n'étaient pas sportifs, mais en revanche, ils m'ont inculqué les valeurs du sport. Donc, et c'est eux qui ont tout fait pour que nous donner qui nous ont donné tous les moyens pour qu'on puisse pratiquer le sport. Donc, j'ai pas baigné dedans dans le sens où voilà, mais il y a toujours eu l'équipe à la maison, le sport. Donc, c'est un peu des deux, on va dire. Ouais. Et le cheval, c'est venu comment? Enfin, l'intérêt pour l'équitation? Ah bah c'est ma mère qui m'a mis sur un cheval. Bon, cela dit, elle m'a mis au tennis aussi, mais je pleurais parce que je voulais pas y aller. Et, et à la natation aussi, mais au bout d'un moment, j'ai fait un choix et au grand regret de mon père, j'ai choisi l'équitation qui coûtait un peu plus cher. Est-ce que déjà très jeune, tu avais ce côté compétitrice? Est-ce que Oui, l'accomplissement, il passait surtout par la réussite et par le succès? alors c'est ça, là, pour le coup, je sais pas si ça vient des parents ou pas, parce que pour le coup, ils m'ont jamais poussé à être, avoir un esprit de compétition. Et d'ailleurs, on était deux sœurs et il y en a une qui était pas plus, enfin, qui était pas plus intéressée que ça par la compétition et moi, je l'étais. Oui, j'ai toujours été compétitrice. Mm. En marge de ton intérêt pour le sport, est-ce que tu avais déjà ce qu'on pourrait qualifier à mettre en perspective avec l'âge, mais un espèce d'esprit d'aventure? Est-ce que tu avais un peu ce tempérament téméraire, audacieuse, à un peu sortir des sentiers battus, faire des choses que tu n'avais pas vraiment le droit de faire? Oui, je pense que j'ai toujours eu ça. Après, j'étais quand même dans un cadre spécifique avec l'équitation. Du coup, ça m'a pas du tout ouvert. Voilà, vraiment, je restais dans le cadre du sport, etc. J'avais pas trop vu ce qui se passait en dehors. Et dès que j'ai pu sortir de là et voir ce qui se passait en dehors, bah, tout de suite, j'ai eu envie d'aller plus loin. Ouais. Ton imaginaire d'enfant, il était nourri de quoi? À quoi tu te rêvais plus tard? Elle se voyait comment, Perrine, adulte? Oh, je pense que moi, je me rêvais championne olympique d'équitation. Et je voyais pas autre chose jusqu'à 15-16 ans. J'ai jamais vu autre chose. Ouais. C'était du dressage, c'est ça? Dressage et concours complet, les deux. Ok. Ouais, à poney dressage et à cheval concours complet. Ça requiert évidemment, comme tout sport à haut niveau, beaucoup de discipline. C'est quelque chose qui était facile pour toi, auquel tu pouvais t'astreindre Oui. avec cœur et voilà, sans traîner la patte certaines fois? Non, pour moi, c'était normal, c'était très difficile. C'est un sport, comme tu le dis, qui était très rigoureux. En plus, moi, j'avais une coach très difficile. Je sais pas si maintenant ça s'enseigne de la même manière, mais à l'époque, moi, c'était vraiment très très dur. Donc, mais c'était pas un problème. Pour moi, ça passait, la réussite passait par ça. Est-ce que tu as le sentiment que dans ta vie, de manière plus générale aujourd'hui, tout cet héritage-là te sert aussi d'un point de vue sportif, mais peut-être même professionnel, l'espèce de cadre justement et l'exigence qu'on t'a inculqué très tôt dans le cadre de l'équitation, il a encore des bénéfices sur lesquels t'appuyer aujourd'hui? Bah oui, clairement, professionnel, bah ça, c'est sûr que faut en parler à mon boss. Je pense que bah, c'est sûr qu'ils le ressentent, ils le voient. Bon, après, il y a des histoires de génération aussi. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que dans le travail, je dis pas que c'est une grande qualité et qu'il faut absolument faire ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le sport, maintenant, je passe beaucoup plus par le plaisir, sans encore une fois opposer la performance et le plaisir, et la rigueur et le plaisir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une approche qui est différente, mais je garde bien sûr ces stigmates en moi là, bien sûr, ouais, ouais, j'ai toujours, pour moi, il faut bosser quoi. C'est même pas que de la rigueur, c'est voilà, c'est le boulot, t'as rien sans rien et il faut bosser, surtout quand on n'a pas spécialement de talent dans un sport. Mais je pense que personne n'a vraiment 100% de talent. Il y en a qui en ont plus ou moins, mais tout le monde travaille. Forcément. Tu as mis de côté l'équitation un peu plus tard, tu es parti à l'étranger, tu as fait tes études, voilà, tu avais des choix à faire et tu as mis de côté l'équitation, tu as fait ce choix-là à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie, si on avance un peu dans le temps, quelques années plus tard, de reprendre le sport que tu avais mis un peu sous cloche pendant des années? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça? Ah bah, comme tout le monde, hein, la trentaine. Le petit coup de gréseau, le coup de pelle, le fameux. Bah, ouais, il y a un moment, on a besoin de je pense qu'il y a le sport, santé, tout simplement, hein, le sport santé et puis, c'est vrai que je voyageais beaucoup, toute seule. Je commençais à explorer un petit peu, à faire de la montagne, de l'alpinisme et je sentais que, bah, que pour faire, de l'alpinisme, il faut faire du sport quand même, ça aide, et puis voilà, petit à petit, j'ai remis un pied dedans. Tu as une vision donc qui était très orientée vers la performance. On en a parlé, cette vision, elle a un tout petit peu pivoté. Le jour où tu as assisté au marathon de Paris, c'est aussi là qu'est née ton envie de te lancer dans la course à pied. Qu'est-ce qu'il y a pu avoir comme déclic ce jour-là pour toi?
Ah bah, j'ai trouvé ça formidable, l'émotion qu'il y avait et puis le fait que voilà, l'émotion elle est là et la performance et l'achievement il est là, que tu pour le premier jusqu'au dernier et qu'en fait il y a pas besoin de gagner pour faire du sport et pour être fier de soi et pour bosser et réussir son but quoi. Il y a pas besoin d'être Donc c'est tout un pan émotionnel que tu voyais pas toi forcément avant, c'est ça, dans ta lecture du sport? ouais, moi je me disais tu vas pas te pointer à un sport pour être dernier quoi. Quel intérêt? Mais en fait, si, parce que si on s'en fout du classement, c'est toi avec toi-même. De toute façon, à part les trois premiers, enfin, pas les trois premiers, mais les 20 premiers, les autres, ils vont pas gagner. Donc, chacun est là pour soi et son objectif perso, quoi. Donc, que tu finisses en 2h50 ou en 4h50, tu fais ce que tu veux, c'est toi et toi-même, quoi. Et donc là, comme le veut toute bonne Perrine Fage, tu te dis tout de suite que c'est une course que faut que tu fasses très rapidement ensuite. C'est ça, tu te projettes toi-même là, à ce moment-là sur la course à pied, puis sur ton premier marathon quelques mois plus Oui, tard. voilà, et puis il faut que ce soit rapide, quoi. Donc, c'est bizarre, on parle de semaines, ouais, moi, quand même. Ouais. Tu peux te dire parfois que les objectifs là, que tu te fixes sont peut-être un peu déraisonnables, ou est-ce que c'est un peu ça que tu viens chercher, et puis à toi de mettre en branle ensuite les bonnes choses pour arriver prête le jour J? Écoute, je crois que je me suis un peu calmée parce que, bah, tu vois, mon premier trail, il faisait 140 bornes. Maintenant, par exemple, avant de faire bah, on va y revenir après, mais avant de faire le Tour des Glaciers, j'ai dit, bah, il faut que je fasse la PTL avant, tu vois. Alors qu'avant, j'aurais dit, ah bah tiens, je vais faire direct les glaciers. Normal, la petite course du dimanche. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté la course à pied au moment où tu as commencé à mettre un peu le pied dedans, c'est le cas de le dire, versus les autres disciplines que tu as pu pratiquer jusqu'alors? Tu fais aussi beaucoup de vélo, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que ça t'a apporté différent et peut-être plus spécifiquement encore le trail? Bah, moi, la course à pied, bah, pour courir des marathons, me remettre au sport, il n'y avait pas un grand plaisir, hein. À part la course en elle-même et le but ouais. Mais après, quand j'ai posé les fesses sur un vélo, c'était incroyable, incroyable. Le sentiment d'être sur un vélo, c'est merveilleux, quoi. T'as une liberté, je sais pas, il y a tout un symbole. Je saurais pas te dire, mais je me sens vraiment bien sur un vélo et c'est pas du tout pareil que la course à pied où je pense que alors là, je parle de la course à pied sur route, hein, où de toute façon, j'ai jamais performé ou quoi que ce soit. Donc, ça en était pour moi juste, voilà, finir un marathon, c'était mon seul but, et faire mon marathon après mon Ironman. Mais le vrai plaisir, il était sur le vélo, ouais. Avec toujours cette coexistence à la fois de découvrir, d'explorer, puis en même temps d'avoir cette logique de dépassement physique, tu viens quand même toujours aussi chercher ça, même si c'est pas dans le résultat en lui-même. Quand j'ai commencé le vélo, c'est vrai que c'était pour l'Ironman. Donc là, je peux pas te dire non plus que je faisais du vélo pour voir les paysages. Mais pourtant, j'avais ce plaisir-là. Même en faisant de la route, j'avais quand même ce plaisir. Je sais pas, le vent, la vitesse, la sensation, c'est hyper agréable. Et pourtant, tu te fais vraiment mal à vélo. Je me faisais plus mal à vélo qu'à pied, je me rappelle au début. Par contre, tu vois, quand je nager, j'étais dans un élément. Donc là, c'est vraiment agréable, quoi, d'être dans l'eau. C'est un élément et là, c'est vraiment que du pur plaisir. Même si malheureusement, j'ai jamais été une grande nageuse, j'ai un plaisir dans l'eau qui est incroyable. Après, quand j'ai commencé à courir ou marcher ou courir doucement en montagne, là, j'ai vraiment pris du plaisir, bien sûr. Est-ce qu'on doit te croire, Perrine, quand tu dis que tu n'es pas une très grande nageuse et que tu as traversé la Manche à la nage? Est-ce qu'on peut te croire? Non, mais j'ai jamais réussi à progresser, même en prenant des coachs, etc. Parce que je pense aussi que j'ai jamais fait 100% du temps sur la natation. C'est un regret, mais bon, après, je continue à nager. Je m'y remettrai, j'y reviendrai encore, je pense. C'est beau et j'ai vécu des beaux moments avec la longue distance en natation. Ouais. Mm. Lors de notre échange, là, il y a 3 ans, tu m'expliquais que sur le trail et sur l'ultra, tu avais l'impression de pas forcément maîtriser tous les codes. Est-ce que aujourd'hui, là, au gré des expériences que tu as connues depuis, qui étaient quand même des sacrés morceaux, est-ce que c'est un sentiment que tu n'as plus? Est-ce que là, tu es en pleine connaissance, ou est-ce que c'est finalement tellement différent à chaque fois que c'est difficile de complètement se sentir pleinement en maîtrise de tous ces codes-là? Je pense que c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Mais quand même, maintenant, j'ai fait face, je pense, à un grand panel de difficultés. Et même si ça me permet pas de toujours les éviter, même si Ça je permet de les, les gérer un peu mieux. voilà, notamment bah, genre la nutrition, ça, je continue à faire des erreurs tellement bêtes, et la gestion du sommeil. Mais quand même, j'ai l'impression d'être beaucoup plus à ma place et de comprendre un peu plus ce qui se passe autour de moi et comment ça marche. Comment est-ce que tu te qualifierais là aujourd'hui? Est-ce que tu es une personnalité à la fois à la tête froide,
mais aussi très émotionnelle, instinctive, impulsive. Est-ce que ces deux pans de ta personnalité coexistent? Et puis, est-ce que ça s'exprime aussi parfois sur ta gestion de l'effort et des courses? Est-ce que tu as une espèce de balance un peu constante entre cette espèce de recul et analytique et en même temps très impulsive, ou est-ce que tu es plus l'un ou l'autre? Ah non, moi je suis complètement impulsive et émotionnelle. En revanche, quand c'est vraiment la catastrophe, c'est là où j'ai la tête froide. Bizarrement. Et quand c'est la catastrophe, je crois t'avoir entendu dire que tu gères plus facilement d'ailleurs quand tu es seul que quand tu es Ouais. dans un collectif. Ouais, on avait vu ça pour la PTL, non? Et par contre, quand c'est vraiment la merde, c'est là où je réagis le mieux, c'est bizarre, hein. Mais par contre, ouais, j'ai un côté vraiment très très impulsif. Je travaille dessus hein, dans ma vie de tous les jours. C'est une qualité aussi, on peut le voir comme ça. Ouais, On peut pas tout faire à l'impulsion, mais c'est aussi, ça permet d'avoir de l'élan et d'oser des oui, choses. non, mais des Fragile fois, incident. tout ne mérite pas de faire. Des fois, on peut être un peu plus. Tempéré. Perrine, c'est quoi aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou en tout cas dans ces derniers temps, la typologie de défi qui t'anime? Écoute, c'est marrant que t'en parles parce que ça fait exactement, on est quel jour? Ça fait exactement 5 jours que tous les jours, je refresh la page du Thor des glaciers inscription et j'attends un signe. J'attends un signe. Je sais pas pourquoi, je sais pas si tu fais ça ou si les gens T'as font jusqu'au ça, 15 mars. mais j'attends un signe. Alors, je pense que au fond de moi, j'ai envie de le refaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai aucune appréhension de le refaire. Je pense même que il faut que je le refasse pour réussir. Est-ce que ce sera cette année? Je sais pas. Et je pense, et je me dis, mais qu'est-ce qui te bloque, tu vois? Et je pense que ce qui me bloque, c'est que j'ai pas trop aimé l'orga Thor des glaciers, l'organisation, la façon dont la course est gérée. Et je pense que j'adore la trace, je la trouve merveilleuse, je trouve le parcours extraordinaire. Mais j'ai l'impression que genre, ah, j'ai pas envie d'y retourner tout de suite, là, ils m'ont gonflé. Je sais pas. Je sais pas si c'est ça. Et donc, je regarde tous les jours, parce que j'hésite entre plusieurs choses, on en reviendra peut-être après. Il y a Martine, une compétitrice du Tour des Glaciers, qui m'a dit, je lui dis, je sais pas si je m'inscris, elle s'est réinscrite. Je sais pas si je le fais, si je le fais pas. Elle me dit, non, mais est-ce que ton corps, c'est canadienne, elle me dit, est-ce que ton cœur s'ouvre en deux quand il pense? Je lui dis, oui, mais ça s'ouvre en deux pour une autre course aussi. Alors, est-ce que je suis polyamoureuse? Donc je Pas sais mal. pas, tu vois, oui, ça je suis d'accord avec elle quand elle dit est-ce que et pour moi il faut que le truc il te réveille la nuit quoi, et que t'en aies vraiment envie. T'as encore 8 nuits pour savoir, Perrine. Il te reste jusqu'au 15 pour t'inscrire, j'ai vu Mais ça. si t'es pas full, ils vont me laisser ouvert, non? Peut-être, peut-être. Mais bon après il y a l'autre course, quoi, donc je sais pas. T'as toujours besoin d'avoir un projet en ligne de mire? C'est vital pour toi là de tout de suite avoir un séquençage et une vue de long terme? Ouais, c'est pas forcément une course, mais un objectif, ouais. C'est quoi là ton ambition de manière générale quand tu te présentes sur des lignes de départ? Enfin, tu l'as dit tout à l'heure, ton idée, c'est pas forcément de jouer la tête de course. Tu m'avais dit aussi à l'époque, il y avait cette idée de se prouver aussi des choses à toi. C'est avant tout ça le moteur aujourd'hui, ou est-ce que c'est un des paramètres? Non, je pense que ça a un peu changé ça à ce niveau-là. Bah là, sur le Tour des Glaciers, si je le refais, bah c'est finir ce que j'avais commencé et passer un bon moment en montagne, une bonne semaine en montagne. Là, j'ai un objectif qui est mon objectif principal de l'année, enfin le premier en tout cas en juillet, c'est l'Eiger 250. Et, Mhm. c'est en équipe de deux. Et là, j'ai un objectif parce que la personne avec qui je le fais est un excellent coureur. Et donc là, l'objectif pour moi, c'est de progresser en vitesse et pas d'être juste finisher. C'est-à-dire que c'est qu'il essaie qu'il craque pas, quoi. Euh, et voilà, donc c'est bien pour moi parce qu'en fait, en gros, c'est genre cette année ou jamais où j'essaie d'aller plus vite en trail. Et puis sinon, si ça marche pas, on verra. Pour donner aux auditeurs à voir un petit peu la large spectre d'aventures, de courses et de défis dans lesquels tu t'es lancé. Donc, il y a notamment les Ironman, tu as participé au Norseman, tu as établi le record de l'Enduroman, qui est un triathlon XXL entre Londres et Paris avec une traversée de la Manche à la nage comme passage obligé, j'en ai parlé tout à l'heure. Tu as couru la Swiss Peaks 360, la PTL, le Marathon des Sables, réalisé de nombreux défis en ultracyclisme à Taïwan, une traversée du lac Baïkal à vélo, bref. La liste est longue. Je vais te poser 4-5 questions si tu veux bien me répondre en rafale pour donner à voir aux auditeurs les expériences marquantes de ta vie. Ta course ou ton aventure au déroulement le plus inattendu jusqu'à maintenant, en quelques mots? Moi, le Tour des Glaciers, je pense. La course la plus exigeante ou la course slash aventure à chaque fois? La plus exigeante. Plus exigeante, je pense que c'est des expériences en montagne, des sommets en montagne, ouais, où j'ai eu des situations délicates à la Concagua ou à Mérapic. La course aventure où tu en as mis particulièrement plein les yeux. Les plus belles images.
Il y en a plein, j'imagine, mais une à Alors, laquelle tu penses. voilà, non, moi, je ne peux pas choisir. Ouais, Je ne peux pas choisir. Alors, il y en a plein. Mm. celle que tu n'oublieras jamais, La Swiss Fix 360, peut-être. Ouais. parce que... Le paysage, la course, les gens. Là, si on parle juste de course, pas d'aventure. Hein. Bah, et le Thor, je n'oublierai pas. Hein. Les glaciers, pas des gens. Celle que tu réécrirais autrement. Bah, le Thor des glaciers encore. Hein. C'est notre grand gagnant de cette question, Raphaël. Ouais, je crois. Et non, Euh, et peut-être le lac Baïkal en aventure. Ouais. Mm. ok. Merci beaucoup, Perrine. Il y a évidemment, comme dans tout engagement sur un projet, un défi, ça ne se fait pas toujours, voire jamais comme prévu, et puis il n'y a pas toujours comme espéré. Comment tu vis, toi, les moments de déception ou d'abandon? Est-ce que ça t'obsède durablement ou est-ce que tu as cette forte capacité à rebondir, à fermer le chapitre et puis à passer à autre chose et à te projeter déjà sur l'après? Ou est-ce que ça peut être long pour toi de faire le deuil d'un projet qui ne s'est pas passé exactement comme tu voulais? Non, ça va assez vite. Après, ça reste, c'est quelque chose qui reste et il faut vivre avec. Ça reste longtemps et ça reste toute ta vie. Mais non, ouais, je tourne la page assez vite, quoi. Je vais pas. Non, non. Et puis je relativise aussi, c'est que du sport. Hein. Et tu les mets à profit, j'imagine aussi. Enfin, ça, c'est des apprentissages pour les coups d'après et puis ça te permet d'avoir une meilleure Ouais. gestion là aussi de plein de situations. Moi, franchement, les échecs, pour moi, c'est pas. J'en ai eu pas mal. C'est pas. J'en Tout ai le monde toujours en a. tiré Tout le que monde du bon. J'en ai en a. toujours tiré que du bon. Au final, il y a aucun échec où ça m'a foutu dans la merde pour la suite. Et surtout en sport, pour moi, l'échec, c'est genre ah bah c'est cool. Normalement, un échec, c'est parce que j'ai touché une limite. C'est pas parce que genre j'ai eu la flemme. Allez, c'est bon, j'ai fini. C'est toujours que je suis allée vraiment au bout de moi, quoi. Dans 99% des trucs. Donc ça veut dire que c'est cool. Si j'ai touché une limite, ça veut dire que la fois d'après, je vais pouvoir aller un peu plus loin. Bah c'est super. Mm. Perrine, là, tu es aujourd'hui en Arabie Saoudite. Tu exerces le métier Ouais. de juriste, hein, c'est ça, tu nous l'as dit. Ouais. Quelle place pour le travail versus tes aspirations à vivre d'aventure et donc des déplacements réguliers, etc. Est-ce que tu arrives à orchestrer tout ça très bien ou est-ce que c'est un fin jeu d'équilibriste? Bah, c'est un jeu d'équilibriste, mais je pense que j'ai trouvé une bonne balance. Voilà. C'est jamais très facile, hein, mais comme pour tout le monde. Et encore, moi, j'ai pas les enfants, le mari. Donc c'est beaucoup plus facile. Tout le monde me dit tout le temps, ah, mais comment t'as autant de temps? Ben, vous, comment vous avez autant de temps pour aller vous entraîner avec les enfants et votre mari à gérer? Ce que tu apprécies toi le plus dans ta vie là-bas là, et puis peut-être les choses que tu aimes un peu moins? C'est pas du tout comme au Qatar. Ici, c'est moins facile pour s'entraîner, notamment. Ce que j'apprécie pas, c'est de pas pouvoir sortir de chez moi et rouler. Parce que ici, rouler sur la route, c'est très très dangereux. Notre durée de vie sur une route normale, c'est à peu près 5 minutes avant de se faire cartonner par un pick-up. Il y a des endroits où on peut rouler, bien sûr, mais il faut prendre la voiture. Donc ça, c'est très désagréable. Ce que j'aime bien, c'est ma vie d'expatrié, c'est le week-end d'aller dans le désert, de voir la Voie lactée, de dormir dehors, c'est d'aller courir et de croiser des chameaux, des bédouins, et discuter, d'échanger avec eux. C'est être dans un pays qui, a 3 ans, a été coupé du monde et tous les week-ends, leur montrer qu'il y a une femme qui se promène avec un vélo et que c'est possible et ça, c'est super. Mhm. Je me souviens que tu avais tout ça en tête à l'époque quand on avait échangé. Tu quittais le Ouais, Qatar pour venir t'installer. Tu avais aussi très envie de défendre ça et de montrer cette image-là. ouais, ouais. Merci beaucoup, Perrine, pour cette introduction. On va passer à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour toi. Tu l'as peut-être évoqué précédemment, mais la première d'entre elles, c'est le moment qui a changé ta vie pour toujours. Je sais pas ce que j'avais dit la dernière fois, mais je pense la même chose. C'est le jour où j'ai raté le bac qui m'a permis, qui a été le début. En fait, j'étais donc, je faisais énormément d'équitation et le jour où j'ai raté le bac, mes parents m'ont puni. Et pendant un an, j'ai pas fait d'équitation. Et à ce moment-là, je devais partir après le bac en Angleterre, travailler chez un grand cavalier. Et finalement, ben, j'ai redoublé. Et une fois que j'ai eu mon bac, je suis partie aux États-Unis parce que je voulais aller plus loin. Et du coup, je n'étais pas chez le plus grand cavalier, j'étais ailleurs. Et là, je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas envie de dédier ma vie à l'équitation et j'ai envie de découvrir le monde et de faire des études et de m'ouvrir un peu plus. Et voilà. Et ce jour-là, bah, j'ai complètement changé le but de ma vie. Donc, en gros, j'ai une deuxième vie qui commençait. Ouais. Et je regrette pas du tout parce que j'ai choisi et que je suis allée au bout. Donc, je regrette Hmm. pas du tout. T'as pas l'air de regretter, effectivement. T'as l'air Non. très épanoui. Perrine, l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté, quel qu'il soit. Ouais, je peux pas dire qu'il y en ait un. Pour moi,
les choses, elles se font petit à petit, par étapes. Et je suis fière d'avoir construit ma vie comme ça aujourd'hui, ouais. Et de réussir à trouver la balance qui me convient, ouais. Sans concession. Oh, des concessions, t'en fais toujours, hein. Tout le monde en fait. Si tu devais choisir un super pouvoir, quel serait-il et comment tu l'utiliserais? D'arrêter le temps, de maîtriser le temps. Tu reviendras en arrière ou pas? Pour Non? revivre des choses que tu as aimées? Pas pour les Non, changer, mais pour les revivre? non, 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 mais par contre, ce que j'aimerais bien, c'est quand je suis dans un endroit et que je vis un moment exceptionnel, pouvoir mettre pause. Les tirer. Ouais, Comme ce ouais. podcast, par exemple, Mais pris par oui, hasard complètement. voilà. On va faire un podcast de 6 heures, Perrine. C'est ça la bonne nouvelle. J'espère que tu as prévenu ton boss. Ouais, ouais, mais après, dans 1 heure, il y a tout le monde qui va rentrer, mais bon. Merci beaucoup, Perrine. Le moment est venu de parler un peu plus de ta course épique, donc le Tour des Glaciers. Je vais présenter brièvement cette course. Donc, elle est réservée à un maximum de 200 coureurs qui sont prêts à affronter les sentiers et les crêtes encore plus explorées de la vallée d'Aoste. Une course qui associe à la fois ultra-endurance, compétition et aventure surtout. Pour pouvoir en prendre le départ, il faut nécessairement avoir terminé préalablement une édition du Tour des Géants en moins de 130 heures, ce qui vous donne une idée des forces en présence sur la ligne de départ de ce Tour des Glaciers. Le parcours de 450 km pour 32 000 mètres de dénivelé positif, ça donne le tournis, sans balisage et sans ravitaillement, sinon ce serait trop facile. Serpente en grande partie le long des grandes routes oubliées, les Altéviers numéro 3 et 4, que je ne connais pas. Il atteint des crêtes en grande partie inconnues et longe les anciens glaciers, loin des parcours habituels des randonneurs. Ces sentiers sont habituellement peu fréquentés, uniquement par ceux qui connaissent parfaitement les territoires alpins, qui aiment la solitude et apprécient la beauté des hauts sommets. Cette épreuve, elle est unique en son genre. Elle est amenée en autonomie totale, avec comme unique point d'appui les refuges de haute altitude situés le long du parcours. Le Tour des Glaciers s'élance et également trouve sa conclusion à Courmayeur, en Italie. Et les 450 km de la course doivent être effectués dans un délai maximum de 190 heures. Donc c'est une semaine plus 22 heures. Vous l'aurez donc compris à l'écoute de cette présentation, ce Tour des Glaciers, c'est bien plus qu'une course, c'est une aventure d'une redoutable exigence. Ce que tu ne vas pas manquer de nous confirmer, je pense, Perrine. Avant qu'on se plonge dans ta course, il y a un passage obligé que tu as déjà éprouvé et connu, qui est la question qui pique. Comme le veut la tradition de cette question qui pique, elle est tirée par les cheveux, sinon ce serait pas marrant. Voilà l'idée, comme on va parler du Tour des Glaciers, on va parler de glace. Et j'ai trois affirmations à te partager avec toi sur le thème de la glace. À toi de me dire si j'ai tort, tu saisiras le jeu de mots, ou raison. T'es prête? Il y en a 3. D'accord. Au moins 2 sur 3, Perrine, je compte sur toi. Le record du monde du nombre de boules de glace posées sur un cornet est de 121. J'ai tort ou raison si je t'ai dit ça? T'as raison. Eh ouais, exactement. Ça a été réalisé par un Italien sans surprise sur un cornet de 9,5 cm, tu le savais, j'en suis sûr. Donc pour homologuer ce record, il fallait que les glaces tiennent au moins 10 secondes. Voilà, donc c'était ça le critère. Bravo, 1 sur 1. Il existe une recette de glace au roquefort. C'est ma deuxième affirmation. J'ai tort ou raison? Ah oui, oui, ça existe. Déjà goûté? Non, mais ça existe. Mm. Donc j'imagine que toi, tu as une sorbetière chez toi, Perrine. Donc si tu veux faire cette J'adore les glace... glaces. Ouais. Et j'ai déjà mangé des glaces au fromage. Ah ouais. Ouais. T'as la petite recette pour chez toi, la 60 centilitres de crème fraîche et 250 grammes de roquefort fondu. J'imagine que le roquefort, c'est très simple à trouver en Arabie Saoudite. Ouais. Voilà, et tu peux rajouter un petit peu de miel si tu veux. C'est mon dernier petit conseil. Voilà, recette. 2 sur 2, franchement, bravo. Attention, le troisième, il y a une petite veine qui s'est glissée dans la question. La joueuse de tennis française Alizé Cornet voue une passion sans faille pour les glaces. Bah, je sais pas. Non? Non. Oui? Ouais, Non? non, T'aurais pas dit non elle encore. s'appelle Cornet, c'est pour ça. Voilà, Cornet Ah? de glace. Voilà, c'était juste. Il faut pas expliquer une blague normalement, ça veut dire qu'elle est foirée. Bravo Perrine, tu as été au sorbet de ton art avec tes réponses. Ça en est fini de cette question qui pique. On va partager ta course épique qui a pu par moments de foutre peut-être un peu les boules. Tu nous en as parlé tout à l'heure à demi-mot. Tu as donc participé et bouclé le Tour des Géants en 2021 en 126 heures et 58 minutes. Quel souvenir et quel enseignement tu as gardé de cette première expérience Thor? Bah, tu vois, c'est pas une course qui m'a énormément marquée. On passe à la question suivante. Non, bah encore une fois, j'avais fait la Swiss Peaks et donc du coup après logiquement j'étais partie sur les géants. Et tu sais quand j'ai fait les géants, ça faisait 6 mois que j'étais en Arabie. C'était pendant le Covid. Et j'étais vraiment en entraînement niveau pas top et surtout j'étais pas rentrée en France du tout pendant les 6 premiers mois et j'avais pas du tout fait de montagne donc j'avais juste couru sur tapis un peu. Et là je me suis dit bah, en fait, ce que t'as qu'à faire, c'est que tu fais l'UTMB une semaine avant, comme ça te fera un bon bloc pour te préparer. Belle idée. Du coup, j'ai fait l'UTMB, sauf que j'étais fracassée, quoi. Mais j'ai fini l'UTMB. J'étais tellement fracassée que quand je suis arrivée bah, déjà, j'ai passé la ligne d'arrivée de l'UTMB, il y a quelqu'un qui m'a mis dans sa voiture et je suis montée dans l'avion sans me doucher. J'ai mis un petit peu plus de temps que prévu. Et je suis allée au bureau directement. Bon, j'ai pris une douche avant d'aller au bureau.
Cela dit, quand je suis arrivée au bureau, ils m'ont foutu dehors parce que j'arrêtais pas de tousser. Tu sais, quand tu transpires Hmm. en montagne, le lendemain, t'as un genre de bronchite, quoi. Petite parano au bureau, ouais. Hmm. Ouais. Et donc, si j'avais su, j'aurais pu dormir au lieu d'aller au bureau direct. Mais bon, bref. Et là, j'avais tellement de courbatures que il y avait un côté, tu sais, j'avais mal à un tibia ou je sais pas quoi. Là, je me suis dit, putain, je me suis fait une fracture de fatigue, je vais pas pouvoir faire le tort. Je me suis laissé genre 4 jours en me disant, bon, bah, si dans 4 jours j'ai encore cette douleur, c'est que je suis jamais blessée, moi, hein, tu vois. J'étais un peu blessée enfin, j'avais déjà arrivé une fois d'être blessée quand je faisais l'Ironman, mais parce que vraiment, je m'entraînais sur la vitesse et tout, mais après, maintenant, pas trop. Et là, je dis, putain, je sais pas et tout. Si c'est pas possible qu'une courbature, elle fasse aussi mal, tu vois. Et donc, je me suis laissé 4 jours pour laisser tomber les glaciers, tu vois. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Et puis, en fait, au bout de 4, 5 jours, ça allait mieux. Et du coup, après, je suis allée faire les glaciers. Les géants, pardon, je dis les géants, les hauteurs des géants. Et voilà. Donc, je suis allée aux hauteurs des géants. Du coup, ça s'est pas trop mal passé. J'en garde pas un immense souvenir. Encore une fois, c'est une course où je suis pas hyper fan de l'orga. Et je pense que j'étais tellement amoureuse du Valais et de l'organisation et des gens de la Swiss Peaks que peut-être que j'avais des expectations qui étaient focus sur très suisse. Et non, et voilà, par contre, la vallée d'Aoste, moi, c'est un endroit que je connais très bien parce que je faisais de l'alpinisme pendant quelques années là-bas. Donc, ça m'a fait plaisir de retourner là-bas. J'ai passé un bon moment et c'était une belle course. Mais la veille de notre départ, il y avait le départ des glaciers, du Tour des Glaciers. Et moi, j'étais là, je dînais dans Courmayeur. Moi, je savais même pas ce que c'était le Tour des Glaciers. Je savais même pas que ça existait. Et je dis, ah, il y avait Steven qui était là, et je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ces gens-là? Il est 20 h, où ils vont, quoi? Nous, on partait le matin. C'est toujours, je crois que c'est le matin, les gens. Il me dit, bah là, ils partent sur une course de fou, 450 bornes, sans balisage, sans ravito, dans des trucs hyper techniques, marge d'approche et tout. Moi, je vois tout le monde, je vois Lucas Papi, etc. Et je me dis, mais c'est un truc de malade, quoi. Et puis, ils avaient des gros sacs, les casques et tout. Ouais, je me dis, mais et ouais, de les voir partir, c'était vachement émouvant. Mais je me suis pas dit à ce moment-là, ah, c'est pour moi, l'année prochaine, j'y suis. J'ai pas pensé à ça, tu vois. J'ai juste dit, mais c'est un truc de fou. Je savais même pas qu'il y avait plus que ça. Je savais même pas. À quel moment t'as pris la décision de t'inscrire? En fait, quand j'ai fini les géants, bah, du coup, je sais plus qui m'a dit, ah, bah, du coup, t'as fait moins de 130 heures, tu peux faire les glaciers. J'ai fait, haha. Et après, je me suis dit, ah ouais, mais du coup, on fait comment pour faire les glaciers? J'ai dit, non, haha, parce qu'en fait, moi, j'aime pas trop naviguer. J'aime pas trop l'idée de me perdre en course. Donc du coup, mais en même temps, quand même, je suis quelqu'un qui maîtrise plutôt bien bah, tu vois, les maps, les outils, les Garmin, les machins. Enfin, je veux dire, quand je trace T'es moi-même mes familière. aventures, je suis familière à tout ça, quoi. Et là, en fait, il y avait déjà cette idée de la PTL, parce que je sais plus qui en avait parlé. Et je me suis dit, bah en fait, attends, si tu fais la PTL, c'est une distance qui est assez courte, 300 bornes, qui est plus courte, quoi, que les géants. Mais par contre, tu vas te familiariser avec le pas de ravito et pas de balisage. Et tu verras après si ça te plaît ou pas. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Moi, je fais pas des trucs juste parce qu'il faut les faire. Est-ce que ça me plaît de ce genre d'épreuve? J'en sais rien. C'est là comme la première fois que j'ai fait un 300 bornes, je me suis pas dit je vais tous les faire. Je me suis dit est-ce que cette distance va me plaire? Je vais en faire une. J'aime pas, c'est fini quoi. L'histoire elle est pliée. Et donc j'ai dit bah je vais plutôt commencer d'abord par la PTL, voir si ça me plaît. Et après, si ça me plaît, je ferai les glaciers. Comment est-ce que on se prépare à une course comme le Tour des Glaciers? Qu'est-ce que tu as pu injecter de différent par rapport à ce que tes efforts habituels sur des longues distances? Est-ce qu'il y avait des choses différentes? Ouais, alors bon, déjà, ben, j'avais l'expérience que j'avais acquis à la PTL. Honnêtement, la PTL est une super prépa pour les glaciers. Donc ça, c'est bien, rien ne remplace l'expérience. Après, je me suis beaucoup mieux préparée à cette course que les autres, c'est-à-dire que je suis allée faire une reco d'une grande partie de la course. J'ai fait beaucoup plus de muscu parce qu'il y a quand même un dénivelé qui est énorme, quoi. Donc c'est un moment, faut être debout pendant une semaine et il faut porter ton corps dans des montées de malade. Voilà. Donc si quand même j'étais préparée, ouais. C'est quoi les éléments clés en termes de logistique, les choses qui sont assez spécifiques? Est-ce que tu peux nous un peu scanner le contenu des différents sacs voilà, que tu avais bah, dans les grandes lignes, en tout cas pour nous donner un aperçu de ce qu'il faut prévoir et qui est peut-être inhabituel par rapport aux efforts d'ultra trail qu'on connaît habituellement? Bah, tu sais, tu as un sac qui te suit dans plusieurs bases de vie. Donc là, bah, il faut toujours se changer parce que tu te douches, tu te changes. Ça dure longtemps, tu vois. Ça dure une semaine.
Tu peux pas rester dans ton truc toute la semaine. Donc, il faut quand même beaucoup de change. Il faut aussi faire face à la météo. Donc, effectivement, il faut quand même aussi changer de chaussures. Enfin, tout le monde le fait pas, mais moi, je change de chaussures. Après, pour moi, le gros problème, c'est la nutrition, quoi. Et en fait, il faut osciller entre la nutrition sportive qui va te permettre de tenir entre deux ravitaux. Quand je dis ravitaux, c'est pas base de vie, c'est genre, il y a des refuges où tu t'arrêtes. Mais c'est pareil, les refuges, il y a des refuges, t'arrives, les mecs ils dorment, il n'y a pas à manger, quoi. Et toi, en fait, pendant une portion de 20 kilomètres, bah, c'était une portion de 20 kilomètres où tu étais accroché sur une falaise, on t'a mis 8 heures ou 10 heures à la faire. C'est pas une portion de 20 kilomètres où t'as mis 5 heures à pied, quoi, en marchant. C'est... Et donc là, ça fait 10 heures que t'as pas bouffé, que t'es à deux doigts de manger des cailloux. Et donc, c'est vraiment la nutrition, c'est un gros sujet. Et j'ai complètement merdé à ce niveau-là. Donc, il faut de la nutrition sportive, il faut avoir des trucs sur toi, les mettre dans les poches, même si idéalement, enfin idéalement, il n'y a pas de truc idéal. Surtout, moi, c'est pas moi, je suis pas bonne pour donner des conseils à ce niveau-là, mais il faut manger de la vraie nourriture aussi. Tu peux pas passer une semaine. Enfin, il y en a qui le font, mais C'est ce qu'on voit bien dans le film d'ailleurs. Au bout d'un moment, ta première pizza, c'est là une espèce de révélation. Tu dis que ouais, voilà, la nutrition c'est était peut-être souvent pas ça. optimale. Et sur la partie sécurité, est-ce qu'il y a des choses spécifiques sur l'orientation? Sur la PTL, on t'oblige à avoir un matériel obligatoire, casque et baudrier et la longe pour s'attacher. Les glaciers, c'est pas une organisation UTMB, donc c'est vous prenez ce qui vous semble utile. Donc ce qui fait que tu pars avec rien. Ouais, j'avais un sac pour les glaciers qui était aussi gros que pour pas partir sur UTMB. Qui est pas intelligent pour le casque, parce que pour la PTL, j'ai vachement utilisé. Si je l'avais eu pour les glaciers, je l'aurais mis aussi, par moment. Les chutes de pierre, moi, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Ouais. Et après la longe avec le baudrier, honnêtement, il y avait beaucoup moins d'endroits où on peut s'attacher que sur la PTL, donc ça aurait pas eu de sens sur le temps des glaciers. Ta stratégie imaginée, là aussi, c'est une belle théorie, mais sur la gestion du sommeil, est-ce que tu t'étais déjà un peu donné des espèces de guidelines ou des principes? Bah, moi, c'est dormir tous les jours au moins 2 heures. Et en fait, ça marche pas comme ça parce qu'en fait, t'as jamais sommeil au bon moment, au bon endroit. Il y a des Parce barrières qu'il y a des moments où horaires, t'as tout besoin de ça. plus. Il y a eu des barrières horaires. Pour moi, ce que j'ai le plus merdé dans ma prépa, voilà, je reviens sur la prépa parce que j'y pense maintenant, parce que tu me parles des barrières. Ce que j'ai le plus merdé dans ma prépa et que j'aurais pu vraiment faire facilement parce que j'habite à Riyad, c'est que je me suis pas entraînée à la chaleur. Et en fait, il faisait chaud. Et tu sais, le soleil en montagne, moi ici, il fait super chaud, mais bon, déjà, je vais jamais dehors parce qu'il fait trop chaud, il fait 50. Mais bon, je pourrais très bien courir le soir, tu vois. Et en montagne, évidemment, le soleil, il te fracasse et tout. Et moi, en fait, j'ai pris un coup de chaud. Bon, je suis pas la seule, mais en tout cas, ce que j'aurais pu faire, je suis quelqu'un qui supporte mal la chaleur alors que j'habite ici. Et je pense que ça, vraiment, c'est inacceptable, quoi. Et que j'aurais dû vraiment, avec toute la prépa que j'avais fait, j'aurais dû vraiment m'entraîner plus à la chaleur. Ton objectif, là, sportif, c'est finir? C'est la seule chose à laquelle tu aspires? Si je le refais, enfin, quand je le Non, non, referai. là, au moment où tu te projettes, on est sur Ah, l'avant-course. Si tu te projettes sur ton tort, l'idée, ce que toi tu viens chercher là, c'est la ligne d'arrivée? ah bah oui, oui, déjà, c'est pas mal, quoi. Effectivement. Non, parce que je vais te dire un truc, c'est que il y a plein de courses, et c'est là où on en revient il y a 3 ans, quand je t'ai dit, ah, j'ai l'impression que je comprends pas trop ce que je fous là, enfin, pas ce que je fous là, mais que j'ai pas encore tous les codes du trail, machin. Mais par contre, moi, je vais te dire un truc, quand j'ai pris le départ des glaciers, autant j'étais confiante parce que j'avais fait la reco et je savais, et je suis persuadée que je suis capable de terminer les glaciers, j'en suis persuadée, et j'en étais persuadée, c'est-à-dire que j'ai pas pris le départ en me disant, oh, peut-être que je vais pas finir. Par contre, je savais que c'était vraiment très dur, que c'était beaucoup plus dur que la PTL. Et que oui, il y avait une part de possibilité que ton corps il puisse plus pouvoir. Pourquoi je le savais? Bah, tout simplement parce que quand tu touches à ces distances-là, j'avais fait la reco aussi, j'avais vu les trucs, il y a des passages qui sont vraiment dangereux et tout, donc il faut vraiment aller doucement. Et quand tout le monde venait me voir en me disant, ah, mais ça va, t'as fait 300, tu peux faire 400, je souriais. Et puis surtout, je savais que j'avais des gens autour de moi au départ. Ces gens-là, je les connais, je sais ce qu'ils ont fait. Ces gens-là, ils avaient tous, quasiment, enfin 70% des gens avaient raté l'année d'avant et revenaient pour le refaire. En fait, t'as pas beaucoup surtout les femmes, il y a quasiment pas de femmes qui sont first timers qui finissent, tu vois, il y en a pas beaucoup, quoi. Et je savais que c'était une course, parfois, il faut s'y reprendre à deux fois. Et voilà. Donc, même si moi, je me disais non, mais je vais finir, je vais finir, je vais finir,
Je savais que c'était vraiment une course qui était difficile. Tu vois, et j'étais consciente de ça. Alors que j'aurais pris le départ il y a 2 ans ou 3 ans de cette course, j'aurais dit, allez, ça va. Ben là, j'aurais à la moitié, j'aurais sauté déjà. À quel moment elle est née cette idée de documenter cette aventure? Donc il y a un film qui a été réalisé par Valentin Orange qui s'appelle Contre la montre, on en parlera peut-être un peu plus tard. À quel moment elle est née, cette volonté-là? En fait, quand j'ai commencé à vraiment faire un objectif principal, ce qui est assez rare pour moi, c'est rare que je me focus sur une course, que je mette autant d'énergie, autant de tout ça, etc. Et je pense aussi que j'avais envie que ma famille et mes parents, qui sont là, souvent à l'arrivée, enfin souvent de temps en temps quand ils peuvent, mais qui voient pas comment ça se passe, parce qu'ils sont jamais là sur les ravitaux ou ils font jamais l'assistance. J'avais envie qu'ils partagent. Et donc du coup, qu'ils soient là et qu'il y ait quelqu'un pour leur montrer ce que je vis d'intérieur. Et j'avais rencontré Valentin sur une course dans l'année en Thaïlande et j'avais bien accroché et puis je lui ai proposé: «Est-ce que tu veux venir?» L'idée, c'était quand même plus, de faire du contenu, au quotidien sur les réseaux et puis en fait, au final, j'avais un peu zappé mais après, ouais, il y avait, un film qui a été fait et voilà. C'était quoi les points de rencontre que vous aviez imaginés avec lui? Je sais pas s'il y avait que Valentin ou d'autres personnes avec lui dans l'équipe et à quel point on peut anticiper, les points de passage? L'idée, c'était qu'il soit là, occasionnellement ou sur les bases vie, sur les grands rendez-vous ou c'était, un peu fluctuant? Les endroits où ils ont le droit d'être, les endroits donc ça, c'est des refuges ou des bases de vie. Bon, toutes les bases de vie, mais il y en a que 3. Les refuges, certains refuges, enfin, ils étaient pas là. Ils venaient en fait, l'idée, c'est de les voir une fois par jour, quoi, à peu près. Après, j'avoue, moi, j'ai pas trop géré, vous venez là, vous faites ça. On était un peu à l'arrache, à ce niveau-là. C'est eux qui ont vraiment, Valentin et Sam, le photographe, qui ont géré de comment ils venaient. Après, eux, ça leur fait ça leur a fait un peu c'est des athlètes, donc ça leur a fait, il y avait certains refuges à 3000 là, Ils ont avec fait tout leur le séance. matos et tout, ouais, ouais, ils ont bien couru. Bah, eux aussi, je pense qu'ils voulaient aller dans des endroits où il y avait des belles images à faire. Mmh. Et en fait, comme j'avais pas d'assistance, ben, ça a permis que qu'ils m'aident, aussi. Ça m'a vachement aidé pendant que Valentin filmait, ouais. Mmh. Et la perspective de les savoir là, j'imagine aussi émotionnellement, ça a peut-être pu t'aider? Enfin, Oui. Perrine, on est le vendredi 8 septembre 2023, il est bientôt 20h, c'est le grand jour, enfin, c'est plutôt le grand soir. Comment est-ce que tu te sens là? Le départ est imminent. Est-ce que tu es impatiente? Est-ce que tu es confiante? Est-ce que tu es pétrie de doutes? Dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là? Moi, j'étais hyper impatiente parce qu'en plus, j'étais venue pour l'UTMB à, Cham et j'avais fait une semaine, à Courmayeur, de travail à la maison et du coup, bah, j'en avais marre, j'avais envie que ça parte, quoi. C'est quoi ta plus grande appréhension avant de partir? La chose qui t'inquiète le plus? Ou que tu as le sentiment de moins maîtriser? Je sais toujours qu'il se passe des trucs, un peu extérieurs, un peu, C'est quoi? C'est les grands, c'est la météo, c'est le sommeil, c'est la nutrition peut-être, c'est la j'ai un peu solitude? peur que mon corps il lâche. Non, la solitude, alors là, non, pas du tout. T'entraînes. J'ai un peu peur que mon corps il lâche à un moment. Je crois que j'ai même pas trop d'angoisse spécifique. Peut-être de me perdre, non, même pas parce que j'avais fait la reco. Non, j'avais pas trop d'angoisse spécifique. Sérénité. Ouais, ouais, ça allait quand même, hein. Franchement, ouais. Ouais, j'avais envie que ça parte, quoi. Résultat des courses, tu t'es emballé. Tu es parti, très vite, très fort. Ouais. Donc dans le documentaire, tu formules cette idée que tu t'es finalement tu as abordé cette expérience comme une course plutôt qu'une aventure au début, c'est ça? Est-ce que tu le mesures à ce moment-là que, voilà, sur les premières dizaines de kilomètres, finalement, tu pars, un peu Ah, trop les vite? premiers 100 kilomètres, ouais. Bah, honnêtement, c'était voulu, donc je peux pas dire que je me suis emballée ou quoi. C'était ce que j'avais prévu de faire. Sauf que j'ai pris un gros coup de chaud et que j'ai pas ralenti. Et au kilomètre 100, j'étais pliée en train de vomir dans un ruisseau. Et après, ça a fait que continuer. Et voilà. Et le problème, c'est que quand tu manges pas, eh ben, tu dois te bouffer des mètres et des mètres et des centaines de mètres de dénivelé, que t'as pas de force, c'est dur, quoi. Et on était vraiment beaucoup à être malades. Il y en a, c'était pour l'eau. Moi, je pense pas que tout le monde, ouais, il y a beaucoup qui disent qu'ils ont eu des problèmes avec l'eau et tout, ce qui est possible. Moi, je pense que j'ai juste pris un coup de chaud. Je m'étais pas assez entraînée à la chaleur et voilà. Et j'étais vraiment pas bien et on était plein. Il y avait d'autres gens, plein de gens qui vomissaient, qui étaient malades et moi, j'avais plus de force. C'est-à-dire que je montais et là, tu t'avances plus du tout, t'avances plus du tout. Et j'étais inquiète. Là, j'étais inquiète. Pas au début, et puis en fait, parce que j'étais en avance et tout, mais en fait, après, les heures défilant, ça, c'est horrible.
On t'entend dire là dans le film, Perrine, que tu as l'impression de ne pas être dans ta course, en fait, de ne pas rentrer dedans. Est-ce que c'est vraiment ces critères physiques, là, le fait que tu sois mal physiquement, voilà, à ce point-là, ou est-ce que c'est aussi Non. un état d'esprit psychologique où tu la décryptes pas et c'est un état plus général, en fait, Ouais. que simplement la difficulté Non, physique? c'était différent de l'attitude physique, c'est-à-dire que déjà, on a commencé, bah, tout le monde est parti comme des malades, hein. C'est-à-dire que devant, ils sont partis, bah, comme sur un UTMB, quoi. Au milieu, donc moi, j'étais au milieu, moi, je m'accroche avec les gens du milieu. Il y a une ambiance bizarre, pas une ambiance de ce genre de course où tout le monde reste ensemble. J'étais pas du tout dans des pieds alors que je sais qu'il faut rester dans des pieds. Donc en fait, mon objectif, moi, de faire les 100 premiers en 24 heures, machin, je regardais un peu où était tout le monde, alors que franchement, on s'en fout. Mais à la fois, j'avais raison dans le sens où tu dois être avec les gens, tu dois rester dans des pieds, tu fais pas une course que tu peux faire seule. Donc j'étais avec eux sans être avec eux. Je sais pas, j'étais pas dans ma course. Je la comprenais pas, je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Ouais, j'étais pas du tout dedans. Un peu plus tard dans le film, au kilomètre 142, là, on le voit avec un meilleur visage. Tu as le sentiment d'avoir bien avancé sur le D+. C'est un moment qui a d'ailleurs pas mal fait rire sur la projection du film quand tu expliques que tu as déjà 10 000 mètres de D+, dans les pattes et qu'il en reste que 22 000. Voilà, et puis tu dis, il reste une PTL. Je crois que toi-même, ça te fait marrer. Est-ce que là, tu recommences à un peu retrouver un bon équilibre et mentalement aussi à rentrer et puis à avoir des moments de plaisir, en fait, sur la course? Ça commence à ce moment-là? Moi, c'est surtout que je mange, quoi. Et que je viens de passer 40 bornes sans manger, qui en soi peut paraître anecdotique, sauf que sur ces 40 bornes, il y avait un passage hyper difficile. Et quand tu sais, c'est des marches d'approche en montagne, quoi. C'est, quand t'avances pas, quoi. C'est, et puis même quand t'avances, déjà, t'es sur des rochers, t'es pas en train de marcher sur un champ sentier. Tu marches sur des rochers, tu prends pas le bon chemin, tu fais 1 kilomètre je sais pas, en 2 heures, quoi. Ça te frustre? Est-ce que tu l'acceptes ou est-ce que c'est très frustrant pour toi? Non, mais je le sais que c'est comme ça. Ce qui me frustrait, c'était d'être aussi faible et d'avoir aussi peu d'intensité dans les montées, etc. Après, je sais que c'est long, que ça prend du temps, et qu'il faut pas regarder sa montre, ça prend le temps que ça va prendre. Par contre, je savais que j'avançais pas, que j'avais pas de force, quoi. Et une fois que j'ai pu manger, que la force était revenue, là, j'étais contente parce que, à nouveau, je pouvais trottiner, je pouvais avancer. Est-ce que la nuit, c'est un sujet pour toi? Est-ce que ça a été une appréhension particulière ou à contrario, c'est plutôt des moments que tu apprécies? Non, j'apprécie parce que c'est plus calme et surtout là, il faisait moins chaud la nuit. Tu connais ensuite un moment un peu spectaculaire aussi dans le film, qu'on a vu aussi sur les réseaux, puisque tu chutes. Voilà, ça va te coûter une arcade, donc tu chutes à Cognes, en tout cas à Ouais. proximité de Cognes, donc c'est plutôt ironique comme nom. Tu vas être soigné. Est-ce que ça a un impact sur toi? Est-ce que tu crains que ça puisse changer la suite de ta course? Est-ce que psychologiquement, voilà, ça peut peut-être te mettre un peu plus sur la retenue ou c'est relativement marginal? Au début, c'est marginal parce que je me dis: «Bon, c'est rien». En fait, après quand même, je me dis: «Merde, faut pas que le médecin essaie de t'arrêter ou quoi que ce soit». Puis bon, en fait, ils m'ont laissé partir. Mais par contre, après, c'est vrai que le truc, il a gonflé, et plus ça allait, plus ça gonflait, et plus ça faisait mal aussi après. Mais ça m'a pas dérangé sur ma course, c'est juste que plus ça allait, plus j'étais physiquement détruite. Tu mentionnes à ce moment-là, je l'ai pas dit, c'est le kilomètre 159. Pour la première fois, la barrière horaire, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans le film. Pour la première fois, cette menace, elle devient concrète à ton esprit. Est-ce que c'est voilà, une espèce d'ombre qui plane à ce moment-là sur ce qui pourrait être une possibilité d'être hors Ah délai? bah, moi, j'y avais pas pensé à ça. Non. Hmm. Non, non. Et ça change quelque chose à ce moment-là? Oui, bah oui, parce que là, pour la première fois, je me rends compte que je vais peut-être me faire sortir à la barrière. Ouais, ça, j'y avais pas pensé. Je suis dégoûtée, en fait. Je me dis, c'est pas possible. Je fais premier 100 kilomètres en 24 heures, parce que même si j'avais chaud et tout, j'avais quand même bouclé en 24 heures le premier 100. Qu'est-ce qui s'est passé en fait entre 100 et 140? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, tu vois, d'un coup comme ça, tu peux perdre 6 heures, quoi. C'est ça qui est un truc de dingue dans ces courses-là, hein. C'est ah ouais, là, je suis énervée, je suis frustrée, et puis parce que si tu veux, j'avais anticipé plein de choses, mais pas ça, quoi. Ce sentiment, il va être accru quelques dizaines de kilomètres plus tard, puisque tu vas malheureusement te Mhm. perdre. Et donc ça implique quelques heures que tu laisses dans la bataille. On te voit dans le film là aussi mettre beaucoup d'intensité. Là, très concrètement, on a le sentiment que tu penses que la course est perdue et que tu n'y arriveras pas. Ouais, 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 parce que et là, je comprends même pas comment c'est possible, quoi. En fait, à la fois, je me dis que ça va arriver, et en fait, à la fois, je me dis, mais c'est pas possible. Tu la cherches où, la ressource là pour repartir? Enfin, c'est ce refus absolu Ah ouais, que ça ouais, s'arrête? ouais, ouais, ouais. Bah oui.
Non, c'est genre non, c'est pas possible. Je vais pas, surtout, je vais pas me faire sortir à une barrière. Si j'arrête, c'est pour d'autres raisons, mais pas ça, quoi. Mm. Tu arrives finalement, donc à Donas, la deuxième base vie, tu arrives dans les temps, mais tu dois, par la force des choses, la quitter Ouais. précipitamment, puisque la barrière horaire l'impose et à contre-cœur, puisque tu fais un choix qui va te mettre en difficulté, en tout cas où tu écoutes peut-être, voilà, tu es influencé sur une décision qui va influencer la suite de ta course en respectant pas tes envies de sommeil à ce moment-là. Mhm. Bah ouais. Bah en fait, ça, j'aurais quand même pu les respecter. Je pense que j'ai écouté les gens autour de moi. J'aurais dû m'écouter moi et dormir dans la Il faut que tu maison. ressortes, hein, c'est ça, avant la fin de la barrière horaire, ça, faut que ça sorte rapidement. Parce que je savais pas moi non plus, hein. Quand on te dit la barrière elle est à 15 heures à Donas, il faut que tu sois ressorti de 15 heures à 15 heures du ravito. Donc ça veut dire rendre ton sac parce que c'est une base de vie. Donc voilà, donc ça va un peu vite quoi. Il faut que tu te. Enfin, je me rappelle, je voulais me doucher et tout, il n'y avait pas de douche. C'était horrible quoi. Il faisait une chaleur de malade. En plus, tu sais, Donas, en fait, juste avant, tu es à 2006 et là, tu vas à Donas qui est à 300 mètres. Donc là, tu arrives à Donas, c'est une cuvette où il fait 45 degrés à nouveau. Heureusement, là, il faisait gris. Tu es à 300 mètres d'altitude, s'il te plaît. Et tu sais que le lendemain, là, le soir, là-haut, tu dois remonter là-haut à 3000. Donc là, tu repars et effectivement, tu souffres beaucoup sur les kilomètres d'après puisque tu n'as pas pu, voilà, t'as pas en tout cas fait cet arrêt et donné à ton corps le sommeil dont il avait besoin. Est-ce que globalement, sur la course, il y a beaucoup de moments où tu as peur? Est-ce que c'est un sentiment que tu connais beaucoup ou c'est relativement épisodique? Bah, peur de quoi? De la barrière? Non, d'être en danger, de te mettre en danger. Non, bah non, à part sur le moment de l'abandon, là, et encore, je peux même pas dire que c'est de la peur, quoi. Je pense que t'es résigné et tu fais ton truc. Tu connais aussi un peu plus tard un passage un peu obligé, je crois, pour tous les coureurs d'ultra, qui est la période d'hallucination. Ah. Bah oui, parce que donc du coup, là, je repars sans trop dormir et tout. Et là, il y avait des crêtes hyper dangereuses pour le coup. Enfin, quand j'avais fait la reco, je les avais trouvées hyper faciles. Mais tout le monde m'avait dit, ouais, c'est hyper dangereux, les crêtes de machin. Je suis pas, bah arrêtez, c'est pas des crêtes, c'est un chemin, quoi. Arrêtez, s'il te plaît. Et en fait, du coup, je les ai fait de nuit. Si, de nuit, c'est dur, en vrai. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du coup, j'ai attendu, avant de les traverser, j'avais vu une lumière derrière, donc j'ai un peu attendu. Et le mec, je dis, bah, viens, on va ensemble parce qu'après, à la fin des crêtes, il y avait un refuge. Je dis, bah, viens, on va ensemble au refuge. Il me dit, OK. Et j'essaie de lui parler. Et d'un coup, la seconde d'après, j'en suis en train de lui parler. La seconde d'après, je suis, ouais, voilà, bah, dans le film, j'explique, je suis autour de moi, il y a des rochers au-dessus et tout ça. Je suis assise et je parle à une pierre que, en fait, pour moi, c'est une figurine de Luca Papi, tu vois. C'est comme une Barbie Luca Papi, quoi, une figurine. Et je lui parle en italien, je sais pas ce que je lui dis. Et en fait, mes habits sont un peu déchirés, pas beaucoup, un peu déchirés. Enfin, le pantalon si, mais pas la veste trop. Et il y a une lumière par terre. Et en fait, c'est mon téléphone qui est allumé. Donc, je pense que j'ai voulu ramasser mon téléphone qui a dû tomber de ma poche. Et je sais pas. Et là, je sors de ce truc. Ouais, j'étais pas enfermée, mais tu vois, je sors en dessous. J'étais dans le renfoncement et je sors de ce truc et je vois donc que je suis sur les crêtes, parce qu'à droite et à gauche des crêtes, en bas, en contrebas, il y avait les deux villes. Donc, je sais plus dans quel sens je suis, tout ça. Donc, genre, j'essaie de retrouver parce que sur la montre, j'arrivais pas à voir. J'essaie de retrouver sur le Garmin et tout. Et puis, là, après, je revois le mec devant qui avance pas. Donc, je le rattrape et on va ensemble au refuge. Ouais. Et là, il y a les éclairs et tout qui commencent, il y a la merde qui arrive, l'orage. Après ce refuge. Il y a un passage ensuite à Gressoney où tu t'arrêtes, où tu es dans des bonnes dispositions pour la suite de la course, et là tu décides de faire une petite sieste qui va pas se passer précisément comme tu l'imaginais. Voilà. Un petit extra time, Bah là, malheureusement. mon réveil, il a pas sonné, ou il a sonné, mais je sais pas. Et là, j'ai dormi 4 heures, comme 6 heures, je sais pas. Non, plus que ça, si, je sais pas. Et en fait, je me suis réveillée, je me suis dit, bah, ça se trouve, c'est même pas le bon jour, ça se trouve, j'ai dormi 24 heures, quoi. Là, tu es en colère, j'imagine, tu t'en Ouais, veux à ouais, toi, ouais, je suis partie comme une beaucoup. ouf, hein. J'étais neuve, j'étais refaite, hein, parce que j'avais mangé milanaise ou je sais pas quoi la veille. Et là, je suis partie comme une folle. Et c'est là où j'ai rencontré ce mec avec qui on a fait les derniers 24 heures ensemble. Et là, on a bien avancé. Mm. Mauricio, pour le citer. Mauricio. Ouais. C'est un vrai atout à ce moment-là. Toi, tu as vraiment besoin de vivre ce moment-là Pas à deux. spécialement, parce que je suis vraiment en forme. Et en même temps, je vois qu'il avance bien. Il me dit, moi, j'aime pas marcher, donc on court et tout. Je lui dis, non, moi, je peux pas courir. Et puis, en fait, si. Donc, du coup, on court. Enfin, on court.
entre autres. Et en plus, j'arrive à Cervinia, que j'adore. C'est ma station où j'ai grimpé le Cervin. Le Cervin, moi, c'est vraiment la montagne que j'adore. J'ai fait tous les cols, tous les sommets autour. Donc c'est vraiment, je suis trop contente d'être là. Je suis heureuse, quoi. Je suis à Cervinia, c'est la maison. Tu continues ton aventure, tu arrives au passage de Peruca à Uyermoz ensuite, dans les délais que tu t'es fixés. Voilà, vous êtes accueillis de façon très conviviale, chaleureuse, il faut repartir. Et là, il y a une descente qui s'avère être bien plus compliquée ensuite. En fait, moi, ce refuge-là, pour moi, je les avais rencontrés à la Reco. C'est un couple un peu spécial d'Italiens qui tiennent ce refuge à 3000. Et en fait, il m'avait dit, tous les gens qui font la Reco et qui arrivent à venir chez nous, ils finissent la course. Ils y arrivent. Donc, en gros, tu arrives à Peruca, tu es sûr de finir. Et pour moi, c'est gagné. J'arrive à Peruca, je suis même pas en retard. Il me reste assez de temps. Pour moi, c'est gagné, quoi. Donc, voilà. Et du coup, je bouge tout le monde pour qu'on se casse vite de Peruca et que ça marche. Tu arrives ensuite au refuge suivant. Et là, Ouais, bah, en fait, après Peruca, c'est la catastrophe. C'est le déluge, ouais. voilà, c'est la catastrophe, c'est hyper dangereux. Ce que j'explique bien dans le film et tout. Et là, j'arrive à ce truc et personne continue. Il y a un mec de la course qui nous dit qu'en fait, on est hors délai. Mais moi, je comprends pas pourquoi il nous dit qu'on est hors délai, parce qu'en plus, enfin, qu'on n'est pas hors délai, mais qu'on sera hors délai après, parce qu'ils ont rajouté 10 bornes ou 13 bornes, je sais pas. Ils ont activé un variant sur le parcours. Et qu'en plus, c'est hyper dangereux, qu'il pleut, machin. Mais après, je savais que c'était facile, et bon, voilà, voilà, on saura jamais pourquoi j'ai arrêté. Enfin, en tout cas, personne voulait repartir. Moi, j'ai essayé de repartir, j'ai pas eu la force, je suis allée dehors. Il y a un coureur qui n'a pas voulu que tu l'accompagnes, c'est ça, un autre Italien, comme Mauricio? Ouais, il y a un mec qui s'est barré, mais lui, après, je crois qu'il a même pas fini, parce que je crois qu'il allait sur la route. Lui, il a pris une autre route, donc je pense qu'il a fini, mais en prenant une alternative, et que voilà, en fait, C'est quoi, toi, les options pour toi à ce moment-là? Parce que tu n'as pas envie d'arrêter, tu te sens en capacité de continuer. Est-ce que tu as le sentiment finalement de subir la situation? bah, un peu. Je sais pas, je saurais pas te dire. C'est dur de revivre ces moments parce que tu sais pas. Je me dis qu'en même temps, 30 secondes avant, tu n'aurais pas imaginé en tout cas arrêter non, avant non, non, d'avoir ben cet là, empilement de Mauricio, il situations, tu repartait, n'étais pas dans cette disposition-là. je repartais, quoi. Enfin, et en même temps, je suis pas là pour faire la course avec un gars, je suis là pour faire la course toute seule, donc je sais pas. Il y a, Peut-être que mon corps il pouvait plus, quoi. Tu vois, je sais pas. hmm, il y a une sémantique qui est très jolie, je trouve, dans le film, dans le générique de fin. C'est on dit que tu as quitté la course. C'est une jolie façon de le dire. Est-ce que c'est. Enfin, toi, tu n'as pas le sentiment d'abandonner à ce moment-là? Est-ce que c'est le verbe le plus approprié, finalement, la plus belle façon de le dire? Je sais pas. Je saurais pas quoi te dire. T'as pas encore tout à fait, ouais, t'as pas encore tout à fait réglé cette Ben, en chose-là? fait, je ne saurais jamais ce qui s'est passé, quoi. Bien sûr que j'ai abandonné, j'ai bâché, quoi, parce que j'aurais très bien pu repartir. Est-ce que j'ai pas eu le Hmm. courage d'avancer jusqu'à ce que je me fasse sortir à la barrière? Est-ce que si quelqu'un m'avait dit non, ça passe, j'aurais eu le courage de repartir? Est-ce que peut-être j'ai pas voulu affronter de me faire sortir à la barrière et que finalement cette sortie-là a été décidée? Je sais pas. Parfois, tu fais des choses. Ça, c'est des scénarios qui te hantent ou que après, enfin, tu Non, réécris tout ça, tu penses beaucoup, tu revois toutes les façons dont ça aurait pu se passer ou est-ce que tu essaies vite de passer à autre chose? non, parce qu'à la fois, tu sais, j'ai tellement, mon corps a tellement subi, hein, j'ai pas été super bien physiquement les semaines d'après, que quand même, j'ai quand même poussé loin, quoi. Est-ce que tu as trouvé dans cette aventure, parce que c'en est une, quelque chose de encore plus difficile que l'idée que tu t'en faisais? Euh, oui. Ou est-ce que c'était conforme? Non, je savais que ça pouvait être dur, mais je l'avais pas vécu, quoi. C'est conforme, mais en même temps, c'est conforme à une idée, c'est pas conforme à ce que tu ressens. Et quand tu le sens, ouais, ça fait mal, quoi. Est-ce que cette course, elle t'a appris des choses sur toi? Est-ce qu'elle a conforté certaines convictions? Ouais, bah, je suis quand même assez fière de moi, de mon comportement surtout sur la dernière journée, juste avant l'abandon. Ouais, je pense que ça m'a confortée. Je me sens encore autant à ma place devant le trail, même si, voilà. Et non, et que j'aime aussi ces distances-là, ouais. Tu as eu très vite là envie de te projeter sur autre chose, justement, on en parlait un peu plus tôt dans le podcast, Euh, de foncer vers un nouvel objectif pour relancer une dynamique finalement? non, pas spécialement. Perrine, là, on voit bien dans le film, en tout cas, on vit pleinement la course à tes côtés. Il y a quand même cette empathie, au niveau d'empathie maximale, on est tout de suite en immersion et c'est très bien fait. Et je pense que tous les spectateurs qui étaient présents dans la salle du festival Le Trail fait son cinéma ont vécu comme ça la projection de ce film. Toi, à quel point, quand tu le regardes aujourd'hui, il te semble
fidèle à ce que tu as pu ressentir? Est-ce qu'il peut être d'une certaine façon aussi douloureux à regarder? Enfin, voilà, quel regard toi tu portes sur ce film-là aujourd'hui? Bah, il est fidèle à ce que j'ai ressenti parce que, voilà, bah, ils étaient là, ils étaient au cœur du truc, même si je pense que tu vois pas la difficulté, les chemins qu'on parcourait où tu peux pas ressentir l'effort physique. Mais ouais, il est douloureux à regarder parce que voilà, il y a ce truc de j'ai pas fini. Mais non, ça, moi j'ai eu du mal à le regarder parce que je me disais oh là là, c'est vachement centré sur moi. Qu'est-ce que ça apporte au final? Vraiment, on comprend l'effort, mais est-ce que finalement c'est ça le sujet, tu vois? Je sais pas. Est-ce que c'est ça le sujet du film? Non, parce qu'il y a des choses plus dures dans la vie, je sais pas quoi, mais j'ai eu du mal à regarder, je l'ai trouvé vachement centré sur moi, mais par contre, là où c'est vrai, c'est il est vrai et sincère, quoi. On sent effectivement qu'il n'y a pas de filtre. Et en tout cas, non, mais il est extrêmement puissant, en tout cas en termes d'émotion. Voilà, on vit pleinement cette aventure avec toi. C'est quoi justement toi la plus belle chose qu'on puisse te dire? Quelqu'un qui l'a vu et qui vient de voir, qu'est-ce qui te toucherait? Bah, qui me toucherait, c'est qu'ils disent bah, bravo, t'es allé au bout de toi et encore un peu après. Qu'on comprenne que vraiment, je suis allée au-delà du bout, quoi. Perrine, la question classique du podcast, l'image que tu retiendrais là, ce temps des glaciers, une qui te vient là, tout de suite. Ben, Je sais que tu veux pas choisir. non, si c'est bah, la montée vers Peruca avec Mauricio et où on est en train de monter, il y a les bouquetins que j'avais vus moi 2 jours quand j'avais fait la reco, il y a les bouquetins qui nous ont accompagnés, les petits yeux qui nous suivaient, ces petits coquins qui nous ont accompagnés à Peruca et quand on est arrivé à Peruca, il y avait tout le monde qui le chien, pareil. Et ben, bref, tout le monde nous attendait et ça c'était super parce que pour moi Peruca c'était naïvement. Pour moi, c'était genre, bon, allez, ça va le faire. Ouais. C'était un super beau moment. Merci beaucoup, Perrine, pour ce partage. On va parler rapidement d'avenir. Est-ce que tu peux, voilà, il y a une incertitude donc à court terme là sur ta participation. C'est quoi là les grandes idées, les grandes envies pour 2024, hormis ce tort qui est en pointillé? Ouais, moi, je me suis mis une course par mois, là, donc je vais aller à Madeira. Après, j'ai une course en Macédoine, 100 kilomètres. Après, j'ai le marathon du Mont Blanc. Et ensuite, l'Eiger 250, qui est, voilà, mon gros objectif. Et ensuite, bah, j'hésite entre le Tour des Glaciers ou la Swiss Fix 660. Pourquoi faire dans la demi-mesure? Beau Mm. programme. Perrine, on va finir cet épisode avec la classique question du motto de la fin. Est-ce que tu as une devise que tu voudrais partager avec nous, qui est peut-être celle que tu avais évoquée dans notre premier échange? Voilà, est-ce qu'il y a à formuler avec tes mots ou une devise existante qui a un sens particulier pour toi? Bah non, moi, je dis juste trouvez votre chemin et faites votre propre chemin. Voilà, je sais pas. Très bien, très clair. Merci beaucoup, Perrine. C'est Mm. malheureusement la fin de cet épisode. Je suis ravi d'avoir pu donner à entendre ton aventure sur cette course mythique qu'est le Tour des Glaciers. On a pu, grâce à toi, en prendre la pleine mesure. C'est un sacré morceau. Merci donc d'avoir partagé avec autant de Ouais. franchise et puis à cœur ouvert. Ce franc-parler qui est très précieux et puis cette sensibilité aussi qui est très touchante. Donc merci de t'être livré ainsi. C'est pour nous permettre de la vivre au plus près de toi. Donc pour ceux qui voudraient en voir un peu plus, il est encore possible d'assister à la projection du film Contre la montre dans le cadre du festival Le Trèfle et son cinéma si vous êtes à proximité de Lyon le 19 mars ou à Annecy le 20 mars puisqu'il y a une deuxième date qui a été ajoutée. Voilà, et globalement la programmation du festival est vachement chouette. Les films sont très homogènes et de grande qualité. Est-ce que tu sais, toi, d'ores et déjà, si le film va avoir une vie après le festival, il sera disponible en ligne peut-être? Bah, moi, déjà, je vais aller voir le film à Annecy, donc dans 3 semaines, On deux s'y semaines. verra. Et, ouais, super. Ah, bah, c'est génial. Et puis ensuite, je pense le mettre sur une plateforme de trail running, enfin pas que Mm. trail running d'ailleurs, d'outdoor, mais je sais pas encore décidé, mais voilà. Ou Ça sinon, commence ça par up sera et ça sur finit par YouTube. Je sais track. pas encore. Peut-être. Peut-être. Merci beaucoup, Perrine. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir et de réussite dans tes défis à venir, beaucoup d'accomplissement dans ta vie. C'est toujours un très grand plaisir d'échanger avec toi et je me réjouis de te voir à Annecy dans 2 semaines pile. Bah ouais, c'est super. Et puis la prochaine fois, on discute de la 660. Exactement, on a rendez-vous. Enfin, peut-être pas cette année, hein, peut-être l'année prochaine. Et puis quand tu reboucleras le Tour des Glaciers, on se fera aussi un petit follow-up. Voilà, on poursuivra. Ouais, On ouais. aura plein d'occasions d'échanger à l'avenir, j'en doute pas. Prends soin de toi, Perrine. Merci encore pour ce très chouette moment. Merci À bientôt. Guillaume. Bye bye. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode.
Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.